Salam alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 28. Alors dans cet épisode, on va parler d'un objet que j'ai déjà présenté dans ces différentes émissions de Mes Bricolos et c'était justement ma première vidéo. C'était aussi une vidéo, cet objet m'a aussi inspiré, pas inspiré, mais m'a donné envie de faire ces vidéos parce que je trouvais l'objet tellement intéressant, j'avais tellement envie d'en parler. Je me suis dit tiens, je vais en parler j'avais le matériel dans un petit format comme ça où on va parler des objets qui me plaisent bien. Et cet objet, c'est la GoFly Ease de Nike. Alors, vous vous souvenez de cet objet? Je mettrai le lien dans la description et je mettrai la vidéo en fin de cette vidéo. Et vous vous souvenez de cet objet? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce qui est très intéressant dans cet objet, c'est qu'il n'y a pas de lacet. C'est vraiment un objet qui est très intelligent sur le plan de design et sur le plan de l'ergonomie, qui a été fait pour les personnes à mobilité réduite parce que Nike a développé un département, un thème, une logique de gamme qu'ils ont intitulé la Fly Ease et qui en fait l'idée de reprendre des chaussures ou de travailler sur des modèles et de réfléchir la chaussure pour qu'elle soit facile à mettre sans être obligé de se baisser, principalement orientée vers les personnes à mobilité réduite pour leur faciliter la vie. Donc la démarche est très intelligente. Le produit, alors ils avaient développé, on parle de ça dans la vidéo, c'est pour ça que je vous encourage d'aller la voir parce qu'ils ont développé plein d'autres produits qui n'étaient pas forcément bien faits, pas forcément très intelligents, avec des solutions un petit peu soit trop techniques, soit trop basiques. Et là, on s'était attardé sur cet objet en se disant ah, c'est vraiment très intéressant. Les mecs sont allés très loin dans la réflexion de l'objet. Il y a une vraie intelligence, il y a une vraie ergonomie, une vraie fonctionnalité de cet objet. Et c'était une belle réponse. C'était tellement une belle réponse que non seulement c'était important pour les personnes à mobilité réduite qui tout d'un coup avaient accès à justement un produit qui pouvait vraiment les aider, vraiment les accompagner dans leur quotidien, mais c'était un objet qui est aussi tellement intelligent que même des personnes qui ne sont pas forcément à mobilité réduite pouvaient profiter de cet objet qui est quand même très pratique et très facile et très ergonomique. Et bien le souci, c'est que Nike a fait comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils ont sorti ça sur leur site internet en édition limitée. Résultat, comme ça avait fait un gros buzz sur internet, les petits malins qui ont des robots et qui sont des revendeurs se sont jetés dessus, ont acheté tout le stock et que donc maintenant la chaussure n'est plus disponible. Et ça a créé une petite controverse parce que autant quand c'est une chaussure de style qui n'est pas disponible, ce sont les petits hipsters qui sont frustrés de ne pas s'acheter la dernière branchitude. Mais par contre, quand ce sont des personnes à mobilité réduite qui n'ont pas accès à cette chaussure, ça devient plus compliqué. Et justement, un jeune de 19 ans qui s'appelle Will Lingard a fait une vidéo sur TikTok justement où il expliquait qu'il était agacé et pas uniquement, aussi qu'il était très déçu par Nike parce que lui, pour mettre une chaussure traditionnelle, il lui faut jusqu'à 10 minutes pour enfiler une chaussure traditionnelle quand il est seul. Et quand il a vu cette chaussure arriver, il s'est dit super, c'est une chaussure qui me correspond tout à fait, ça va me faciliter la vie, ça va me faciliter le quotidien parce voilà, il avait fait juste le constat qu'avec cette chaussure, il pouvait être indépendant, il n'était pas obligé de demander à des personnes de venir l'aider à mettre la chaussure, et donc ça lui donnait une certaine forme d'indépendance. Donc ça montre à quel point le designer avait parfaitement répondu à la problématique et avait réussi à sortir une chaussure très intelligente, très ergonomique et très fonctionnelle. Donc c'est réussi. Le designer a fait un très bon travail. Le problème, c'est que les gens du marketing et les stratégies commerciales, ceux qui ont développé, qui ont pensé à la stratégie commerciale de cette chaussure, ils ne l'ont pas pensé pour les personnes à mobilité réduite parce qu'ils ont joué le coup de l'offre et de la demande. On va sortir une petite quantité, ça va encore plus créer du buzz autour de la chaussure et puis les gens vont vouloir se l'acheter mais ils ne pourront pas se l'acheter parce qu'elle ne sera pas disponible. Donc on va faire monter l'envie chez les consommateurs, donc on va encore plus manipuler le consommateur pour lui donner encore plus envie d'acheter Nike et comme ça on va faire encore plus d'argent, etc. Ouais, le problème c'est que quand tu fais ça sur une chaussure de style, je vous dis pour des petits hipsters branchouilles, très bien, mais quand c'est pour des gens à mobilité réduite qui pour eux ça peut être vraiment un gain et une plus-value dans leur quotidien, c'est pas gentil quoi, c'est pas beau, c'est pas intelligent de faire ça. Et donc Complex en a parlé. Et on a parlé en expliquant, ils ont fait un très bon article là-dessus, en expliquant à quel point c'était
ben voilà, c'était pas mais pour le coup, ça se retournait contre eux. Et justement, quand on va sur le site de StockX, StockX c'est un peu la bourse de la pompe à la revente. Et ben cette chaussure qui normalement est aux alentours de 100 euros, ben aujourd'hui à la revente est à 350 euros. Et elle a pris de la valeur par rapport à la dernière revente. Elle a pris plus 28% et elle ne va faire qu'augmenter. Et ça, c'est dans ma taille. Si vous allez dans d'autres tailles, elle peut dépasser les 400 euros. Donc on se retrouve avec une chaussure qui a pris 4 fois son prix, alors que finalement, c'est une chaussure qui est faite pour les personnes à mobilité réduite. Alors c'est pas la première fois qu'on remarque ça, mais ça n'a jamais été, encore une fois, orienté vers ce genre de... Mais pour les personnes à mobilité réduite, avec ce genre de problème. Parce que là, on est complètement dans l'éthique du design et on revient sur le thème du pouvoir du design et de la politique du design, où justement ce documentaire dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 26, je le mettrai aussi à la fin de cette vidéo, où justement j'ai expliqué que le designer, il n'a pas un pouvoir si important que ça, et aussi important qu'il ne décrive dans ce documentaire d'Arte. Parce que si les gens du marketing et de la stratégie en décident autrement, le gars du design, il a beau avoir fait le design le plus intéressant et le plus adapté à la problématique et avoir su répondre à toutes ces problématiques, si les mecs du marketing disent « Ouais, mais non, on va sortir une série limitée, comme ça, il a beau brailler tant qu'il peut, ça change rien. Il peut rien y faire, donc c'est très limité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça révèle une espèce de jeu de marketing, de commercialisation qui est pas très joli. Et Nike, c'est pas la première fois. Ils se sont déjà fait prendre. Ils se sont fait déjà prendre il y a quelques mois, un peu moins d'une année. Justement, le fils d'une patronne de Nike en profiter pour se lancer dans la revente, et même plus que se lancer dans la revente, parce qu'il faisait plusieurs centaines de milliers de dollars par an de bénéfices. Justement, sa mère avait un très gros poste chez Nike et bénéficiait justement accès à toutes ces séries limitées et pouvait justement permettre à son gamin d'avoir accès à ces chaussures avant qu'elles ne soient commercialisées et qu'elles ne sortent sur le marché. Et le gamin profitait de ça, complètement teubé parce qu'il utilisait la carte de crédit de sa mère pour acheter ses pompes. Imaginez un petit peu, mais la mère, elle est encore plus teubée d'avoir laissé faire ça. Et le mec se prenait en photo au milieu de ces milliers de paires qu'il achetait et qui revendait sur les plateformes comme Goat ou StockX qu'on vient de voir et se faisait des marges absolument phénoménales parce que là, il achetait des chaussures en série limitée qui sont très demandées. Mais les chaussures qu'il achetait, donc par exemple celle-là, qui est une Nike Air Jordan, qui a été en collaboration avec Virgil Abloh, c'est une Nike avec un créateur, un artiste, un créateur, c'est une collaboration. Donc il n'y a pas d'enjeu, je vais dire, d'ergonomie, de fonctionnalité. Et là, pour le coup, c'est vraiment une chaussure de style. Donc on va frustrer les petits hipsters qui n'ont pas pu avoir la dernière chaussure signature de Virgil Abloh. Oh, les pauvres. Mais à la limite, c'est eux qu'on frustre. Donc cette logique de revente et cette polémique n'a eu d'impact que chez les hipsters finalement. Ça a fait un petit buzz parce que c'est sa mère avait un poste très important chez Nike et elle s'est fait virer. Enfin, elle a démissionné, mais on sait tous qu'elle s'est fait virer. Et donc ça a surtout fait cette polémique parce que sa mère bossait chez Nike. Mais sinon, c'est une histoire, elle serait absolument passée inaperçue. Parce que les petits hipsters qui veulent la dernière paire la dernière paire de Nike signature Virgil Abloh pour dire à tout le monde qu'ils ont cette chaussure-là. Bon, après, on peut adhérer, on peut la trouver belle. Moi, je sais qu'il y a des artistes, des créateurs qui me plaisent. Quand il y a des collaborations qui se font, j'aime bien acheter ces produits-là. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a une histoire derrière, il y a quelque chose. Voilà, donc on est sur des thèmes qui peuvent m'intéresser aussi. Mais de là à ce qu'on fasse ce même stratégie commerciale et marketing pour une chaussure qui est dédiée aux personnes à mobilité réduite, c'est pas joli, quoi. Ah, c'est pas joli du tout. Et autant je peux comprendre quand c'est des chaussures signature, parce que c'est des chaussures d'artistes, de signature avec des artistes, donc ça devient quasiment des œuvres. Donc on peut se dire, allez, tiens, il y a Cause qui fait une collaboration avec Nike, Cause est un artiste, on reste dans la série limitée parce que c'est une création.
limite qui met justement le pied dans le domaine artistique. Donc là, à la limite, vous aimez Cause, vous aimez l'artiste, vous n'avez pas forcément accès à ses toiles parce qu'elles sont vraiment très chères. Pour le coup, ben voilà, vous achetez cette chaussure et puis voilà, vous participez à cette idée de la chaussure. Vous vous dites, tiens, voilà, il y a une belle collaboration avec un artiste. Ils ont donné l'opportunité à un créateur et à un artiste de faire une collaboration. C'est intéressant. Pourquoi pas? Mais de là à faire ça avec une chaussure qui est un pur projet de design qui doit être produit en grande quantité pour des personnes qui en ont besoin et ils ne doivent pas avoir de problème à pouvoir se la procurer. Je pense que Nike va rectifier le coup, mais là, on se retrouve devant une controverse qui est quand même pas jolie, qui est pas belle. Et il y a d'ailleurs un article dans Capital qui parle de cette logique de série limitée, justement, qui est orchestrée par les marques et notamment par Nike. Un article relativement bien fait, mais justement, eux, ils en parlent en disant, voilà, c'est fait parce que quand il y a des collaborations avec des artistes, ben voilà, ils travaillent sur des séries limitées pour garder ça exclusif. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, le site de Nike est faite dans cette dynamique-là. Et justement, dernièrement, il y a eu un article qui est sorti qui explique que Nike a perdu 790 millions de dollars avec cette histoire du Covid, parce qu'en fait, toutes les boutiques Nike qui vendaient les chaussures, comme elles n'étaient fermées, les personnes n'achetaient plus autant de chaussures. Ils se sont retrouvés devant la problématique en se disant, d'abord, ils ont énormément licencié, ils ont beaucoup licencié, Nike a énormément licencié, et ils se sont dit, on va changer notre stratégie, on va l'orienter beaucoup plus sur le web, donc à travers les différentes applications qu'ils mettent à disposition pour acheter les chaussures. Le problème, c'est que quand tu mets des chaussures sur Internet, tu as des petits malins avec des robots qui peuvent bouffer le stock. Donc, je ne sais pas si ce problème va être réglé dans les prochaines années. S'ils vont vers le tout digital, je ne sais pas dans quelle mesure ça va vraiment régler ce problème-là. Voilà, il faut réfléchir à ça. Ou à ce moment-là, ils augmentent les quantités. Je sais que d'autres marques l'ont fait justement pour contrer ce problème de la revente. Mais en même temps, la revente, quand on va sur un site comme StockX, c'est facile de s'attaquer aux revendeurs, mais les revendeurs profitent d'un système qui existe. C'est-à-dire le système de la série limitée où justement Nike sort des petites quantités pour augmenter l'envie chez le consommateur, le désir chez le consommateur. Le revendeur, il voit ça, il dit « Ah ouais, mais vous jouez à ça, nous aussi on va jouer à ça. » C'est tout. Donc il profite d'un système qui est mis en place par Nike. Donc taper sur le revendeur, c'est pas non plus la solution. Et encore une fois, on en revient au même problème, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont aux manettes, qui sont réellement aux manettes, qui décident. Mais quand il y a des histoires comme ça qui sortent, moi je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'on arrive devant une vraie situation qui est très intéressante, nous en tant que designers, où on se dit, voilà, on a beau essayer de faire des objets les plus intelligents possibles, les plus ergonomiques, fonctionnels possibles, pour améliorer le quotidien des individus, des personnes, et notamment là, des personnes à mobilité réduite, où vraiment c'est un très bel objet de design, et je le redis. Et je félicite Nike pour avoir encouragé leurs designers à développer cette chaussure et à travailler sur cette chaussure. Mais par contre, je suis vraiment outré de voir que les gens du marketing, de la commercialisation et ceux qui développent la stratégie commerciale profitent de ça pour faire une chaussure en série limitée qui n'est pas disponible qui n'est pas disponible pour les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et je vais terminer par une petite anecdote que je trouve assez marrant. C'est, vous savez, la Jordan 1. Donc, vous l'avez vu quand on va sur le site de Nike, c'est celle-là. Ça, c'est la Jordan 1, une réédition de la Jordan 1. Sauf que ce qui se passe, c'est que cette Jordan, dans les années 85, comme elle marchait bien, Nike avait vu l'opportunité et ils avaient inondé le marché avec cette chaussure. Mais ils l'avaient tellement inondé qu'il y avait plus d'offres que de demandes. Oui, c'est ça. Donc, résultat, les prix se sont effondrés. C'était une chaussure qu'on pouvait acheter pour moins de 30 €. Et ça, c'était une chaussure qu'on pouvait tellement facilement s'acheter que les skateurs qui, eux, ont une pratique qui est très particulière parce que comme ils ont une planche avec du grip, et quand j'étais gamin, je faisais du skate, j'en fais toujours un peu, mais maintenant j'ai peur parce que j'ai peur de me faire mal. Mais je veux dire, j'en fais toujours un peu. J'ai toujours
Moi, j'aime beaucoup le skate et c'est vraiment, en plus, en dehors de ça, c'est un domaine dans le thème de l'expression artistique qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, je pourrais faire un sujet mes bricolos si ça vous intéresse, postez votre commentaire. Mais eux, quand ils ont vu que la Nike sortait à rien du tout, la Nike Jordan, ils l'ont acheté, ils l'ont pas acheté pour du style. Ils l'ont acheté parce qu'elle coûtait pas cher et parce que quand tu fais du skate, t'éclates tes chaussures, tout simplement. Et ils se sont dit, ben voilà, une chaussure qui est adaptée, je peux faire du skate avec, elle est haute, elle me protège la cheville, la semelle est plate, donc elle me permet de vraiment avoir la sensation du skate, de la planche qui est sous mes pieds. Et en plus de ça, la durée de vie d'une chaussure de skate, c'est quand on fait pas un skate au niveau, hein, je vous parle d'un niveau moyen, c'est 3 semaines à mois. En 3 semaines à mois, vous l'avez défoncé, votre chaussure. Donc là, ils se sont jetés dessus. Mais ça, c'était une erreur de Nike. Et c'est devenu une chaussure iconique, notamment chez les skateurs, parce que Nike avait surproduit cette chaussure et que les skateurs avaient pu se l'approprier pour pouvoir l'utiliser, parce qu'au moins, ils n'avaient pas... ça restait dans leur budget et ils pouvaient l'utiliser sans que ça leur coûte très cher. Et quand ils éclataient leur chaussure, ils se disaient pas « Ah, je viens d'éclater une chaussure qui m'a coûté un bras et 6 jambes. » Donc... c'est intéressant de faire ce petit lien. Et d'ailleurs, il y a cet article qui parle pas spécifiquement de ça. Il parle de pourquoi la Nike Air Jordan 85.1 a été adoptée par les skateurs, mais il n'en parle que sur le plan de l'ergonomie et de la fonctionnalité. Mais en fait, c'était surtout commercial. C'est parce que les mecs, ils n'avaient pas de pognon et c'était une chaussure qui était facile d'accès et qui coûtait pas cher. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une Nike Air Jordan qui a été vendue l'année dernière à 560 000 $. Alors c'est la même, hein, sauf elle était signée par Jordan. Alors ça augmente la valeur, mais aujourd'hui, même sortie sur le marché, cette chaussure, je vous dis à la revente, je suis sûr que si on va sur StockX et qu'on regarde, elle doit coûter 140 € à la vente. Au retail, mais à la revente, elle doit partir pour 300, 400, 500 €. Et ça, c'est chaque fois qu'une Air Jordan sort, eh ben, elle coûte 160 € en retail. Et d'ailleurs, ils font un système de me prévenir, tellement qu'ils savent déjà par avance qu'elle va être sold out à peine elle va sortir. Donc, vous voyez, on se retrouve devant cette problématique-là. Et voilà, et je voulais en parler sur cet épisode de mes bricolos, parce que je trouve ça très intéressant de s'arrêter sur cette problématique du design, où on peut penser un bel objet de design, mais si on a des stratégies marketing et commerciales qui sont pas finement orchestrées, intelligemment faits, ben voilà, on se retrouve devant des problématiques similaires. Alors après vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de tout ça, parce que là je pense que c'est un très bon sujet qui résonne avec la première vidéo que j'ai fait sur la GoFly Ease et celle sur le pouvoir du design, sur le documentaire d'Arte que je vous conseille d'aller voir. Donc qu'est-ce que vous en pensez? On en discute dans les commentaires, mais je trouvais cette actualité très intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité en termes de design aujourd'hui. J'ai vu que Marcel Wanders a sorti quelque chose d'intéressant, j'irai voir, mais sinon en termes de design, j'ai pas trouvé des choses super intéressantes pour en discuter avec vous. Mais ça, je me suis régalé quand je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je fasse un petit bricolo là-dessus. Voilà, donc, pslama à tous et puis à très vite pour un nouvel épisode de mes bricolos.